Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Royal Enfield Himalayan de 2021. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai une fois de plus la chance d'avoir un abonné qui a fait pas mal de routes pour me ramener cette petite Royal Enfield Himalayan. Alors si vous suivez un peu les nouveautés en moto, vous connaissez déjà ce modèle depuis plusieurs années. C'est une moto qui a été vendue tout d'abord en Inde, vu que Royal Enfield est une marque indienne, puis a été distribuée en Europe. Et s'ils ont choisi ce terme Himalayan, c'est tout simplement car les motos utilisées le plus souvent, justement du côté de l'Himalaya, sont souvent des Royal Enfield. Donc, ils ont repris ce terme pour faire un trail, et maintenant, il est distribué aux quatre coins de la planète. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir tester le tout dernier modèle, le 2021, qui est homologué Euro 5. Au niveau esthétique, cette machine, on dira qu'elle est un peu brute de décoffrage. On sent que l'esthétique, c'était vraiment pas dans le cahier des charges. Il fallait quelque chose de robuste, de pratique, de fiable. On retrouve bien sûr une machine assez haute, un look de baroudeur. Et il faut savoir que d'origine, elle est plutôt bien équipée. Vous avez par exemple une bonne partie des barres de renfort présentes sur la machine qui sont là d'origine. Lorsque cette machine est sortie, elle introduisait un nouveau moteur dans la gamme Royal Enfield, un monocylindre à longue course toujours, mais de 410 cm3. Et bien sûr, sur la version que j'ai aujourd'hui, elle est à injection. C'est un moteur assez à l'ancienne, dirons-nous, avec des grosses ailettes de refroidissement, et on a aussi un petit radiateur pour refroidir l'huile. Celui-ci développe 24 chevaux, ce qui est relativement faible, mais ce qui aussi fait que cette machine consomme très peu. Le propriétaire indiquait ne consommer que 3 litres au 100. Et cette machine a été un petit peu accessoirisée. Vous avez déjà les pare-mains qui ont été remplacés. D'origine, il y a déjà des pare-mains, mais c'est des modèles en plastique, donc en cas de crash, ça ne vous protégera pas. Là, ça a été remplacé par des modèles avec des renforts en aluminium, ce qui est bien sûr bien plus sûr en cas de chute. Vous avez aussi les crash bars basses qui ont été rajoutées et toute la bagagerie. On a les supports, les valises latérales en aluminium de Royal Enfield et un petit top case qui lui n'est pas au catalogue Royal Enfield mais qui reprend la même esthétique. Lorsque l'on prend cette machine en main, eh bien, on est assez surpris. Déjà, bien que ce soit une petite moto, de par sa cylindrée, c'est un 410, eh bien, elle n'est pas si petite que ça quand on se met à côté ou quand on essaie de monter dessus. Du haut de mon 1m70, j'arrive néanmoins à monter sur la machine sans trop de difficultés et je touche des deux côtés. Mais lorsque je veux m'arrêter, je ne peux pas avoir les deux pieds complètement à plat. Sur cette moto, on a une position très droite, comme sur la plupart des autres trails, avec un très grand guidon qui nous donne un bras de levier qui est juste gigantesque. Et clairement, au bout de 5 minutes, on a cette impression typique des trails, qu'on maîtrise la machine, qu'on la connaît depuis des années. C'est très facile à prendre en main. En plus, sur cette moto, les pneus sont assez fins. On a une grande roue à l'avant en 21 pouces, des roues à rayons. À l'avant, c'est juste un pneu en 90, donc très fin. Et à l'arrière, on a une roue en 17 avec un pneu en 120. Donc c'est les tailles qu'on pourrait trouver sur un équivalent en 125 cm3. Sur cette machine, la selle est très confortable, très molle. Et pas trop large. J'avoue que je suis très bien assis. Le réservoir dans le prolongement est lui avec des arêtes un petit peu saillantes, donc si vous serrez vraiment très fort celui-ci, ça peut être désagréable, mais on a tellement une position à la cool que la plupart du temps on est très relâché au niveau des jambes. La machine est aussi équipée bien sûr des rétros d'origine et on voit très bien ce qui se passe derrière nous. On voit qu'ils sont placés très sur l'extérieur, un peu relevés. J'ai pas du tout la nécessité de bouger mes bras pour comprendre ce qui se passe derrière moi. Et bien sûr, si nécessaire, la position me permet de me retourner complètement et ça sans lâcher le guidon.
Comme je vous le disais, cette machine est maintenant homologuée Euro 5, donc on retrouve un échappement qui est un petit peu plus volumineux que précédemment. On voit qu'il y a une différence au début de la ligne de silencieux, il y a une protubérance, et l'échappement, il est pas super joli et aussi pas très mélodieux. Là vous voyez, je sors de l'agglomération, je vais faire une accélération. Le bruit n'est vraiment pas terrible. On entend finalement plus le bruit des vibrations de la moto que réellement la sonorité de l'échappement. Cette machine est équipée d'origine de cette petite bulle et clairement la bulle n'est pas adaptée à mon gabarit. Je suis finalement trop petit. Là, lorsque je suis à ne serait-ce qu'à 70, ça me protège pas du tout. J'ai énormément d'air qui arrive sur moi, alors que si je me lève un peu, là j'ai plus d'air. Là je suis bien protégé. Donc il faut croire que cette machine en fait vous incite à rouler debout, ce qui paraît logique pour une machine trail. Alors, nous arrivons sur un petit virage que je prends à basse vitesse. Je suis en première. La machine se manie très facilement, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, les pneus sont très très fins. Mais on a quand même une petite sensation de poids. On a presque l'impression, en fait, au niveau de la manœuvrabilité, d'être sur une grosse 125. Une machine qui serait en dehors du poids de la catégorie. Donc les amis, comme d'habitude, j'ai utilisé cette route afin de tester l'accélération. Je rappelle que cette moto est motorisée par un monocylindre de 410 cm3 développant 24 chevaux à 6500 tours, c'est-à-dire juste à la zone rouge. Et la moto est donnée sur la fiche constructeur pour un poids tout plein fait de environ 200 kg, ce qui est très lourd, il faut l'avouer. Il y a l'ABS, mais il n'y a pas de traction control, c'est une machine entrée de gamme. Allez, on est parti, petit test d'accélération, let's go. Allez, je passe toutes mes vitesses à 6500 tours, j'espère arriver à 100. Et il faut que je ralentisse. Finalement, la moto a des performances quasi similaires à une 125 haut de gamme. C'est difficile pour moi de monter à 100 km/h sur cette route. On est vraiment handicapé par le peu de puissance du modèle. Donc je reprécise que du haut de mon 1m70, je touche par terre des deux côtés, mais vous voyez que je suis sur la pointe des pieds et en plus j'ai les repose-pieds qui me tapent pile dans les tibias. Donc c'est pas forcément très pratique. Je signale que je fais demi-tour, je vois très bien une fois de plus ce qui se passe dans les rétros, je tourne à fond et là l'angle a l'air vraiment important. Ça m'oblige même à me pencher vers l'avant pour maintenir mes mains. Et ça a l'air d'avoir un très très bon angle de braquage. Vous voyez, je finis pile au milieu de la route, ça braque très très bien. On va de nouveau faire une petite accélération et ensuite on va tester le freinage. Allez, let's go. Allez, vais-je réussir à monter à 100 km/h? Ouais, 100. Et maintenant je freine de l'arrière, ça freine plutôt bien. Le frein avant, lui, il manque de mordant, hein. Il y a forcément de l'efficacité quand même du frein avant, mais il faut tirer pour qu'il se passe quelque chose. On n'a pas du tout la même sensation qu'à l'arrière, où finalement à l'arrière, dès les premiers centimètres, je dirais, ça freine plutôt bien. À l'avant, il faut vraiment tirer sur les leviers. Et en plus, sur cette machine, vous le voyez, les leviers de frein et d'embrayage ne sont pas réglables, et ça c'est un peu pénible. Surtout que je les trouve un peu loin pour mes petits doigts. On dira qu'au final, les performances du freinage sont en concordance avec les performances moteurs, hein. On a pas vraiment de grosses patates, mais c'est suffisant pour pas se faire peur. Les freins sur cette machine sont à disque avec l'ABS. D'ailleurs, l'ABS à l'arrière est déconnectable. Et si je ne me trompe pas, c'est du matériel qui vient de la division indienne de Brembo qui s'appelle By Bre.
Allez, je réaccélère. Et contrairement au Royal Enfield classique que j'ai pu tester, c'est un moteur qui s'utilise quand même un peu dans les tours. Si vous n'êtes pas au minimum à 4000, il n'y a vraiment pas vraiment de performance, hein. Au niveau des commodos, c'est extrêmement simple. On croirait des commodos qu'on pourrait avoir sur une petite machine bas de gamme venant de Chine ou d'ailleurs. Sur la gauche, on a bien sûr toutes les fonctions liées à l'éclairage. Et sur la droite, on a le coupe-circuit, démarreur, ainsi que des feux de détresse. Ça, c'est plutôt pas mal. Le compteur sur cette machine est assez inhabituel pour une moto récente. On a plein de cadrans à aiguilles. Un premier qui vous donne bien sûr votre vitesse. D'ailleurs, il y a la double graduation km/h et miles par heure. On a un petit compte-tours qui est bien visible. Vous avez aussi une jauge à aiguille pour votre réserve de carburant, ainsi qu'une petite boussole numérique. Ça, c'est la première fois que je vois ça sur une moto. Est-ce que c'est réellement utile? Ça, ce sera aux utilisateurs, aux possesseurs de cette machine de me le dire. Personnellement, pour l'instant, je ne vois pas l'utilité de cette boussole. Et vous avez un écran à cristaux liquides, donc dans le compteur de vitesse, qui vous indique votre rapport engagé, l'heure. Vous avez aussi la température extérieure, l'odomètre, les tripes. Enfin, c'est relativement complet. La seule chose qui manque, c'est la consommation instantanée et moyenne. Ça, malheureusement, ce n'est pas présent. Et vous voyez qu'en plus, sur cette version Euro 5, on a sur la droite un petit écran couleur qui actuellement indique l'heure. Et en fait, c'est lié à une fonction GPS qui peut être activée. C'est lié bien sûr à une application que vous devez installer sur votre smartphone. Et ensuite, ça vous indique à quelle distance vous devez tourner. Ça fait office de GPS, c'est plutôt pas mal. Et ça, bien sûr, c'est d'origine. On va maintenant essayer de faire un test de souplesse. Donc je suis à 30 km/h, je passe mes vitesses. Donc deuxième, ça reprend. Troisième, ça reprend. Quatrième, quatrième, je suis déjà en sous-régime. Ça reste un gros monocylindre longue course, hein. Même s'il a peu de puissance, ça tolère qu'assez peu les très bas régimes. Il faut le maintenir un peu dans le tour pour réussir à s'en servir. Mais on n'a vraiment pas les mêmes sensations que sur les anciens moteurs de Royal Enfield, comme par exemple sur la 500 classique ou la 535 Continental GT. Perso, je préfère ce moteur qui me semble bien plus moderne dans son utilisation. Maintenant, je suis en côte, je vais accélérer pour reprendre un peu de vitesse, j'accélère à fond, je suis en troisième, et vous voyez que ça repart. Il n'y a pas de grosse performance, hein, forcément, avec 24 chevaux, faut pas s'attendre à autre chose, mais il y a quand même un minimum de couple avec la cylindrée. On n'est pas obligé de faire hurler le moteur, comme ça serait le cas avec une 125. J'arrive maintenant sur un petit dodan, que je prends bien sûr à 30 km/h. Alors les suspensions sont assez désagréables sur les gros chocs. À l'avant, on a une fourche classique qui n'est pas réglable. Et à l'arrière, j'ai pas vu de réglage non plus, il faut l'avouer, j'ai peut-être mal regardé. C'est... comment dire? C'est une moto où en fait, il faut être bien en appui sur ses repose-pieds. Là, je vais le prendre à 45 par exemple. Et lorsque vous êtes un peu en appui, que vous levez vos fesses, là, les suspensions sont bien. Une fois de plus, j'ai vraiment l'impression que toute cette moto a été conçue pour être utilisée debout. Lorsque vous essayez de rester rivé sur la selle, la suspension n'est pas forcément très agréable sur les gros chocs. Alors voyons si avec 24 chevaux, il y a de quoi s'amuser sur cette route. On est en descente, là vous le voyez, la route est très humide, recouverte de boue par endroits. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de performance. Et je le redis, là où le moteur est agréable, c'est aux alentours des 4000 tours. La machine se balance bien, mais c'est vraiment pas sport du tout, hein. Ça incite à rouler cool en permanence. C'est très pragmatique en fait comme machine. Je vais finir par me mettre debout en permanence parce que j'ai tellement d'air qui arrive sur moi que c'est vraiment pénible, hein. Je m'entends même plus tellement ça résonne dans mon casque. Alors que quand je suis droit, debout, il n'y a pas de problème.
Et je trouve que la position debout est en final très agréable et quasi instinctive sur cette machine. Et c'est rare que j'ai cette sensation. Et là, on réaccélère, on remonte à 80. Faut pas hésiter à accélérer à fond. Par moment, on serait presque en train de chercher une 6e vitesse. Parce que là, vous voyez que je suis à 80 en 5e à 3500 tours. Donc forcément, si vous essayez de rouler un peu plus vite, tout de suite, vous allez être assez haut en régime. Et ce moteur n'est pas forcément très agréable au-delà des 5000. Hein. J'aime beaucoup par contre la sonorité de ce moteur quand on est à très bas régime, quasiment à l'arrêt, où on peut l'entendre en fait, parce que d'habitude le bruit du vent couvre complètement le bruit du moteur. On a ce bonne sonorité de monocylindre, pam 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 pam. J'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime le plus sur cette machine, c'est que je me sens vraiment à l'aise, je me sens en sécurité sur cette moto. J'ai les infos autour de moi en permanence, j'ai quasiment pas d'angle mort, ça c'est vraiment parfait. Et la machine est tellement facile à maîtriser que on se sent tout de suite bien. Après, c'est vrai que tous les aspects de performance ou de plaisir sport, vous pouvez les mettre de côté, il n'y en a aucun. On va se lancer maintenant dans la partie très certainement la plus difficile pour cette machine, l'autoroute. Allez, j'accélère à bon coup. Je m'engage. On va essayer de dépasser ce poids lourd. Donc là, j'arrive à 110 assez facilement. Mais on sent bien que le moteur à cette allure, il est déjà très haut régime. Et aussi, j'ai le vent qui me détruit le visage. J'essaie de réaccélérer. Vous voyez, je suis en 5e, il se passe quasiment rien. Je suis déjà quasiment au max. Là, j'arrive à 130. Je suis à 6000 tours, donc je peux pas aller vraiment plus haut. On sent bien que la vitesse max de ce véhicule, ça doit être 140. Et clairement, au-delà des 120, on a pas mal de turbulences. C'est pas agréable du tout ce type de route. Après, on n'est pas non plus par contre avec le moteur qui hurle à la mort comme c'est le cas sur certaines 125 pour maintenir ce genre de vitesse. Là on est à 4500, 5000, voire 6000 tours si vous montez à 130. C'est très haut pour ce type de motorisation, mais finalement sur la moto, vu que le moteur fait aucun bruit, on s'en aperçoit pas vraiment. Et au final, une fois de plus, ce qui me gêne le plus sur cette machine, c'est la visière, hein, la petite bulle là, qui dévie tout directement vers mon casque. Qu'est-ce que c'est que ce réglage bizarre? Bon, pour revenir à l'équipement de la moto, je vous l'ai dit plein de fois, elle est d'origine. Aujourd'hui donc on a l'éclairage d'origine. À l'avant on a encore un gros phare rond. Le propriétaire a juste remplacé l'ampoule pour mettre une LED. Vous avez les clignotants d'origine qui sont eux aussi à ampoule. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'à l'arrière, les clignotants ont été déplacés à cause des supports de valise. Ça nécessite forcément qu'on déplace les clignotants. Bon, si vous essayez d'utiliser cette moto en ville ou dans une circulation dense, il n'y a pas trop de problème parce qu'on est haut, on surplombe un peu les autres. Le guidon est large, donc il faut faire attention à ne pas taper si vous faites de l'interfile. Et les valises à l'arrière ne sont pas si larges que ça, donc franchement, c'est faisable. Et je rappelle de toute façon que les valises, c'est une option. Elles ne sont pas livrées d'origine avec la moto. La différence de bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est juste hallucinant. Je pense que vous avez compris hein, les caractéristiques routières de cette machine, ses points forts et ses points faibles. C'est clairement pas une machine qu'on achète sans la tester au préalable. Maintenant parlons un petit peu de ses aspects pratiques.
Donc tout d'abord, sur cette machine, si nécessaire, vous pouvez démonter la selle passager et vous tombez sur un petit emplacement où il y a les outils qui sont fournis par Royal Enfield. Et si vous enlevez la selle conducteur, c'est juste un accès au fusible, à la batterie et au relais. Donc globalement, vous n'avez pas de rangement d'origine. C'est pour cela que il y a aujourd'hui sur cette moto les valises officielles Royal Enfield. Valises qui se démontent assez facilement, mais on n'est pas non plus avec un système de clips hyper rapide comme on pourrait avoir sur des machines plus haut de gamme. Comme je l'ai déjà dit, cette moto consomme assez peu. Le propriétaire annonce 3 litres au 100. Il me dit même qu'en faisant de l'éco-conduite, on pourrait très certainement tomber en dessous des 3 litres. Et vu que le réservoir fait lui 15 litres, eh bien vous avez une très bonne autonomie. Si vous désirez rouler avec un passager, il n'y a pas de problème. Le passager a une selle suffisamment large, les repose-pieds ne sont pas trop hauts, et en plus si vous avez le top case, ça fait office de dossier. Donc franchement, pas trop de problème, c'est faisable. Donc je rappelle que cette moto est sortie maintenant il y a 5-6 ans. Tout d'abord vendue en Inde, puis après vendue en Europe dans une version à injection. Et aujourd'hui, on est sur la toute dernière évolution avec la norme Euro 5. Maintenant, cette machine est vendue par Royal Enfield 5300 € hors option. Ce qui la fait toujours dans la catégorie des trails de moyenne petite cylindrée. C'est toujours une des machines les moins chères. Mais il faut savoir que lorsqu'elle est sortie, cette moto était vendue 4500 €. Ce modèle maintenant, au niveau fiabilité, il n'a pas l'air de poser vraiment de problème. J'ai pas trouvé de problème récurrent sur cette Himalayan. Et il faut savoir aussi que cette moto est garantie par Royal Enfield pendant 3 ans. Donc au niveau de la, on va dire, sérénité de l'esprit, vous êtes plutôt pas mal. Bien sûr, vous pouvez acheter cette machine d'occasion, mais souvent d'occasion, les tarifs sont relativement élevés par rapport à son tarif neuf. Quand vous faites le parallèle entre le prix d'une d'occasion et celle-ci qui est neuve, avec maintenant le petit GPS, la norme Euro 5 et aussi la garantie de 3 ans, et bien souvent on se dit que ça vaut pas forcément le coup d'en acheter une d'occasion, qu'il vaut mieux partir sur une neuve. Reste bien sûr à savoir si cette machine vous conviendra. Vous l'aurez compris, la faible puissance et le caractère de moteur de cette moto ne conviendront pas à tout le monde. Il faut absolument la tester avant d'en se porter acquéreur, car je pense vraiment que vous pourrez tout à fait détester ce type de moteur. C'est tout à fait compréhensible. Et à l'inverse, si vous êtes vraiment pragmatique, si vous cherchez une moto bien équipée d'origine, qui ne sera pas détruite lorsque vous la ferez chuter, si jamais vous partez à faire du tout-terrain, et une moto fiable, simple, qui pourra être réparée même dans le garage le plus éloigné de la civilisation, et bien là, ça semble vraiment être une bonne alternative pour ceux qui veulent voyager et qui ne cherchent pas forcément des performances. Cette machine, elle ira jamais vite, mais je pense qu'elle peut vous emmener absolument n'importe où. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette Himalayan Euro 5. Si vous possédez cette machine, que ce soit les anciennes générations ou la nouvelle, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience dans les commentaires, savoir si vous avez eu des problèmes et si les problèmes ont été pris en charge bien sûr par la garantie. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé d'assez loin. Il a fait pas loin de 3 heures de route pour me la ramener alors qu'on est en décembre, donc merci à lui, c'est super sympa. Et je reprécise que si la chaîne avance avec du nouveau contenu régulièrement, c'est grâce à mes abonnés. Si comme lui, vous avez un véhicule, que ce soit moto ou voiture, et que vous aimeriez m'en voir faire un test sur YouTube, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Merci encore à ceux qui font avancer la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test, vu que j'en sors régulièrement. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt et surtout, à tous!
Comme je vous disais, d'origine, cette moto est très bien équipée et on a également, ce qui ne se fait que rarement maintenant, une béquille centrale, et ça d'origine, c'est pas une option.